Bonsoir les premières STAV. Je reviens avec vous pour terminer le chapitre de géographie. Donc je reviens très vite sur le début de la deuxième partie qu'on avait vu ensemble en classe, hein, à savoir donc parler un petit peu des firmes transnationales qui sont devenus vraiment les acteurs majeurs de la production. On avait vu, hein, cette carte où on avait remarqué que la plupart des principales firmes transnationales se trouvaient dans les pays de la triade, à savoir l'Union européenne, le Japon, les États-Unis, mais aussi à un degré moindre les BRICS, hein, Brésil, Afrique du Sud, Inde, Chine, on voit que pour le reste, on a quelques pays périphériques, hein, mais qu'on a aussi des continents quasiment ignorés de ces firmes qui jouent un rôle majeur dans l'économie mondiale. On avait vu dans ce tableau ici, hein, que ces grandes firmes multinationales s'appuyer surtout sur les besoins du moment, hein, à savoir donc le pétrole, l'automobile, le commerce de détail, enfin l'énergie de manière générale, puisqu'il y a l'électricité aussi, et puis les services par les finances et l'industrie. Alors, on avait quantifié un peu tout ça, hein, puisqu'on avait vu que la plupart donc des firmes transnationales étaient concentrées dans les pays industrialisés développés, que ça touchait donc effectivement les principaux, principalement les entreprises pétrolières, agroalimentaires, automobiles, tout ça tout au moins dans le domaine industriel. On avait vu que donc dans les BRICS, c'était le deuxième étage, hein, en quelque sorte, le deuxième cercle, avec beaucoup moins de firmes transnationales, mais certaines qui comptent quand même, avec notamment encore une fois l'énergie, hein, en Chine, Sinopec PetroChina, et puis Gazprom, donc en Russie. Hein. Je vous avais expliqué que la Russie était le grand pourvoyeur de gaz en Europe, hein, qu'il y avait des grands gazoducs qui traversaient, donc des tuyaux, hein, qui traversaient toute l'Europe pour desservir l'Europe occidentale. Une bonne partie du gaz qui nous chauffe en ce moment, notamment, vient de Russie. Tata en Inde, hein, je vous rappelle, c'est une entreprise automobile. Et donc, pour montrer un peu l'importance et l'influence de ces firmes transnationales dans le monde, hein, si on prend les 60 000 entreprises considérées comme étant transnationales, hein, donc je vous rappelle, hein, c'est des entreprises qui sont implantées dans leur territoire national, mais aussi ailleurs, et tellement ailleurs que finalement ils font l'essentiel de leur chiffre d'affaires, donc de leurs bénéfices, en dehors de leur pays d'origine. Hein. Donc c'est ça une firme transnationale. Donc, si vous créez une entreprise en France et que vous vendez une partie de vos produits en Belgique, ça ne fait pas de vous une firme transnationale. Si vous êtes en France, mais que vous vendez en Belgique, en Suède, en Angleterre, en Allemagne, et que vous avez donc du coup dû mettre des magasins dans ces entreprises, dans ces pays-là, et qu'on se rend compte que finalement, vous faites plus de bénéfices dans ces pays étrangers que vous-même, vous n'êtes implanté en France, là, vous pourrez être considéré comme une firme multinationale. Donc, ces 60 000 firmes multinationales emploient quand même, vous voyez, 80 millions de personnes et représentent un quart des richesses mondiales, 25% des richesses de la planète sont fournies par ces firmes transnationales, hein, et les deux tiers du commerce mondial, donc de ce qui est transporté dans le monde, a été fabriqué par ces firmes-là. Donc c'est vraiment des poids lourds, hein, dans l'économie mondiale. Donc on les admire, on les craint, on les critique, mais ils ne laissent pas indifférents. Et ça, en fait, on va reprendre aussi des choses dont on a déjà parlé. Hein. Donc, deuxième point, les firmes transnationales structurent leur production en réseau. J'avais commencé, hein, je sais, peut-être avec vous deux d'ailleurs, hein, les deux classes. Où vous avez ici, on vous reprend un petit peu ce que je vais expliquer après, hein, la firme transnationale qui a des filiales, des sous-traitants, des fournisseurs et que tout ça est réparti dans le marché mondial. Vous avez ici un exemple, vous pourrez regarder un peu plus précisément. Vous voyez, la mise en réseau des espaces de production d'un jeu vidéo. Alors on est dans le jeu vidéo, hein. Donc on est dans quelque chose, alors on n'ira pas jusqu'à dire de haute technologie, mais bon, c'est quand même des appareils électroniques et qui nécessitent quand même un minimum de,
de connexion, d'argent pour acheter la console, pour acheter les jeux, d'avoir la connexion Internet. Donc on ne s'adresse pas à n'importe quel type de population ni n'importe quel type de pays. Est-ce qu'on peut le voir sur la carte? Je pense clairement oui, parce qu'on voit bien qu'il y a des parties de territoire dans le monde qui sont complètement ignorées, hein, du marché du jeu vidéo. C'est-à-dire que vous allez voir, hein, toutes ces flèches qui vous montrent à la fois les délocalisations d'entreprises qui vont fabriquer les jeux vidéo. Bah, on peut les délocaliser dans des pays moins développés, comme par exemple l'Inde, mais qui ne sont pas complètement non plus à la rue technologiquement, puisque ça demande un certain savoir-faire. Donc c'est pour ça que par exemple, on n'a pas d'usine qui fabrique des jeux vidéo, notamment en Afrique, par exemple. Et puis, quand vous regarderez un peu les flux d'exportation de jeux, le flux d'exportation de consoles, d'ordinateurs, bah, vous allez voir que ces flèches elles sont relativement parallèles et qu'elles concernent toujours un peu les mêmes pays. Donc ici, on est dans un flux qui touche des pays en voie de développement ou qui sont des pays développés, mais qui ont, on va dire, une population qui a suffisamment d'argent pour s'acheter tout ça et qui laisse en marge, hein, finalement, les pays où les populations sont plus pauvres. Pour autant, on voit bien quand même que le terrain de jeu, c'est le monde entier et qu'on n'hésite pas à délocaliser à l'autre bout du monde, hein, des entreprises. Donc c'est plus les distances qui posent problème. Parce que les communications, maintenant, elles vont très vite. Le transport de marchandises coûte pas très cher. Donc, on peut communiquer très rapidement et on fait plus d'économies en implantant des usines en Inde ou en Chine, quitte à faire, voyez, les déplacements, amener le matériel, vendre après les produits. Ça coûte finalement quand même moins cher que si on implantait tout aux États-Unis ou tout en Europe. Donc, on voit bien que les firmes multinationales contribuent à la mondialisation et au développement du commerce mondial. Donc les firmes transnationales font fabriquer de nombreux produits textiles, chaussures, je vous renvoie à la photo d'introduction du chapitre, hein, où on le voit, matériel informatique, dans des usines appartenant à des sous-traitants. Autrement dit, des sous-traitants sont des entreprises qui n'ont pas forcément le même nom, hein, que l'entreprise initiale. Par exemple, Apple a un sous-traitant qui fabrique ses téléphones. Donc il n'y a pas que les téléphones, hein, chez Apple, mais les téléphones, bah, c'est une entreprise qui s'appelle Foxconn, qui est une entreprise chinoise, qui est en fait un sous-traitant d'Apple. Voilà, il ne travaille que pour Apple. Il n'a pas la marque Apple, mais c'est lui qui fait l'assemblage notamment des téléphones. Donc voilà, c'est du coup, bah, comme ils ne sont pas étiquetés Apple, on peut les payer moins cher, ils travaillent plus, moins cher, et voilà, ils sont obligés de répondre aux ordres d'Apple, parce que c'est leur unique fournisseur, c'est-à-dire que si jamais Apple décide de changer de fabricant, de sous-traitant, bah, Foxconn n'est plus rien, n'existe plus. Donc les sous-traitants sont un peu à la merci, hein, des grandes firmes multinationales. Et je vous l'avais déjà expliqué, hein, dans une ancienne vidéo, je crois, que bah, ces firmes multinationales génèrent, hein, un certain nombre de flux. C'est pour ça qu'on voit toujours plein de flèches autour de la planète, hein, parce qu'il y a des flux de capitaux. Hein, hop, on transfère de l'argent pour aller s'implanter à l'étranger, on transfère des informations pour donner des consignes de production, expliquer comment on fabrique. On voit des flux aussi donc, de personnes pour former le personnel. On envoie des ingénieurs, hein, en Chine pour former des futurs employés qui vont travailler à l'assemblage des téléphones, par exemple. Des flux de matières premières pour avoir voilà, le matériel nécessaire pour fabriquer les produits. Et puis, une fois que les produits sont fabriqués et sont finis, bah, des flux, hein, de marchandises vers les lieux de consommation, là on va les acheter. Donc, vous voyez, les firmes multinationales, enfin transnationales, sont vraiment à l'origine de beaucoup de flux et qui parcourent le monde quasiment en permanence. Et donc, si on prend l'exemple de ce qui a le vent en poupe actuellement, hein, l'économie numérique, hein, on peut dire que vraiment les firmes transnationales dominent véritablement cet enjeu-là, hein. Alors, j'insiste pas, vous lirez un peu plus précisément et vous verrez un petit peu les sommes phénoménales ces entreprises font, hein. Donc, vous avez, hein, vous l'aviez dit vous-même, hein, vous connaissez bien le logo GAFA, hein,
On parle même de GAFAM maintenant, puisqu'on y ajoute aussi Microsoft, donc le sigle qui incarne en fait les 4, voire les 5 plus grandes entreprises de l'économie numérique occidentale, hein, Google, Apple, Facebook, Amazon et voire Microsoft. Il faut savoir que c'est moins connu, mais vous avez à peu près la même chose du côté asiatique, hein, qu'on appelle le BATX, hein. Donc Baidu, Alibaba, Tencent et je ne sais même pas comment ça se prononce, Xiaomi, qui sont, voilà, vous voyez, bon, alors bien sûr un ton en dessous, hein, des sommes phénoménales que, vous voyez les bénéfices que ces entreprises génèrent, hein, 608 milliards de dollars, 744 milliards de dollars, 422 milliards de dollars, 463 milliards de dollars, alors là on est bien en dessous, mais voilà, ce sont des entreprises qui sont amenées à faire concurrence à celles-là. Et puis, un mode de commerce à la mode et dont le contexte sanitaire actuel a contribué à développer, et ce qui fait un peu la fortune d'une entreprise comme Amazon, par exemple, hein, qu'on appelle le dropshipping, ou ce qu'on appelle, nous, plus facilement, même si on a utilisé aussi un terme anglais, le click and collect, hein, où voilà, bah, son ordinateur, pouf, on passe commande, on paye, la commande elle est transmise au fournisseur, qui après annonce au fournisseur, demande au fournisseur de préparer le colis, qui est transporté et qui arrive à votre domicile, en essayant de le faire le plus rapidement possible. Donc voilà un peu cette nouvelle forme de commerce qui permet, voilà, de commander chez soi et de le recevoir chez soi dans des temps records. On n'est même plus obligé, hein, de se déplacer pour faire des courses. Donc voilà. Alors, il faut savoir aussi, pour la petite histoire, vous en foutez sûrement, mais justement, j'ai assisté à une réunion tout à l'heure où, mais j'imagine, alors je vous parle toujours d'Arras parce que bon, c'est mon exemple perso puisque j'y vis, mais j'imagine que dans d'autres villes, ils ont déjà fait, ou ils sont en train, ou ils vont faire. Enfin, la ville d'Arras a décidé, elle lance cette semaine ou la semaine prochaine, je crois, un click and collect spécialisé dans les magasins. Donc c'est une espèce de plateforme un peu comme vous pourriez trouver chez Auchan pour faire votre drive, hein, il y a des drives aussi, hein, le dropshipping ça peut être aussi du drive. Vous faites votre commande sur internet, vous allez en voiture dans un endroit où on va tout vous mettre dans votre coffre et puis vous rentrez chez vous. Bon, bah là, à Arras, ils mettent en place un click and collect ou un équivalent de drive au champ, mais spécialisé dans les magasins et les producteurs locaux, donc d'Arras ou des environs d'Arras. Donc vous rentrez sur une plateforme, il y a plein de boutiques, et ça va donc des jouets pour Noël, aux fringues, à l'alimentaire, des livres, etc. Et c'est en fait ça rassemble des boutiques locales et si c'est dans l'alimentaire, des producteurs locaux. Et donc c'est une plateforme qui centralise, vous faites votre commande et puis après vous allez la chercher ou alors vous pouvez même vous la faire déposer chez vous. Donc à une échelle beaucoup plus réduite qu'Amazon, bien évidemment, pour des sommes bien moins importantes qu'Amazon, mais voilà, le système peut être éventuellement repris ou copié à une échelle plus locale et favoriser ainsi le commerce local. Vous me direz si s'il y a des choses équivalentes qui se passent chez vous comme ça. Voilà, hein, les entreprises des pays industrialisés développés sont les acteurs de l'économie numérique, hein, donc ensemble de secteurs et d'entreprises qui produisent des biens et des services liés à l'informatique et les télécommunications, hein, c'est ça l'économie numérique, informatique, télécommunications. La majorité d'entre elles sont américaines, hein, ou états-uniennes, peu importe, on peut dire les deux, hein. Donc les GAFA ou GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Et on l'a vu avec les entreprises asiatiques, hein, il y a 4 FTN dans le secteur du numérique dans les pays émergents, voilà, qu'on trouve essentiellement en Asie, et qui sont voilà, des entreprises de taille beaucoup plus modeste, mais qui sont en pleine croissance, hein, et qui développent l'économie numérique, hein. Alors, une des plus anciennes,
des plus connus, mais qui ne fait pas forcément le plus de fortune, hein, c'est donc eBay, hein, qui permet d'acheter des objets qui se trouvent, peu importe l'endroit dans le monde, on peut les acheter de chez soi. Et donc cette économie numérique, hein, elle modifie un petit peu les espaces de production. Hein, on l'a vu avec les différentes cartes, notamment sur les jeux vidéo. Elle coordonne les activités tout au long de la chaîne, renforce souvent l'éloignement entre le lieu de production et les lieux de consommation. Hein, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est plus un problème la distance, c'est plus un problème la facilité à communiquer, hein, parce qu'elle se fait de manière quasiment immédiate avec Internet. On peut voilà, être une entreprise française et développer sa fabrication en Chine ou en Pologne ou en Hongrie ou au Mexique. C'est plus techniquement un problème. Et la distance, comme je vous l'ai dit, n'est plus rédhibitoire. Hein. On n'est plus obligé d'avoir tout sur place pour fabriquer un produit. Sachant que voilà, les flux dématérialisés, hein, les échanges téléphoniques, les échanges d'informations par Internet, etc., permettent quand même de faire gagner du temps et donc diminuer le temps et donc diminuer le coût de livraison. Donc du coup, bah, on s'y retrouve. Et des fois, c'est plus intéressant de faire fabriquer à 3000 km de chez soi que de le faire dans le même quartier, parce que voilà, les salaires ne sont pas forcément les mêmes. Et donc, on arrive à la troisième et dernière partie qu'on va faire assez rapide. On va voir que bah, les États, hein, les acteurs publics, hein, bah, essayent aussi de mettre en place, de mettre en valeur leurs atouts bah, pour essayer, hein, je crois qu'on en avait parlé avec Amazon, justement, Amazon à côté de Douai, et j'ai déjà perdu l'endroit où ça se trouvait. Euh, donc, essaye de mettre en avant des atouts pour essayer d'attirer ces entreprises. Donc, vous voyez, vous en avez deux exemples ici. Alors, par exemple, vous voyez, Hautes-Alpes, le chantier du désenclavement, hein. Donc là, voilà, on veut montrer qu'on est en train de construire, développer des réseaux routiers. Et donc, l'objectif est de rassurer un peu les entreprises en disant, vous pouvez venir vous installer dans les Hautes-Alpes, il y a des moyens de communication qui seront en plus récents, qui vont être modernes et qui vont vous permettre de circuler facilement, même si on est en milieu montagneux. Donc, c'est une manière ici d'essayer d'attirer l'investisseur. Là, vous avez une carte qui vous montre dans le monde ce qu'on appelle les zones franches ou les entrepôts francs, ce qu'on appelle aussi les ports francs. Les zones franches, je crois que je vous en avais parlé très brièvement. Donc c'est le nombre, en fait, vous voyez, c'est le nombre de zones franches que vous pouvez trouver dans chaque pays. Hein. Donc on voit que les États-Unis en ont pas mal, que la Chine en a aussi beaucoup, l'Inde aussi, les Philippines, c'est là où il y en a le plus. En fait, c'est une façon aussi d'attirer les entreprises. Alors une zone franche, c'est quoi? Bah, c'est un territoire, c'est un bout de terrain. Hein. Donc ça peut être, voilà, il y a un terrain comme Anchin, par exemple. Et puis on va dire, bah voilà, si vous installez vos usines à Anchin, et ben, le directeur d'Anchin ne vous fera pas payer d'impôts pendant 10 ans. Voilà, vous ne payerez pas de taxes, pas d'impôts pendant 10 ans. Mais vous avez, si vous vous installez, vous employez des élèves d'Anchin. Donc si Amazon s'implante à Anchin, elle ne paiera pas d'impôts pendant 10 ans, parce que c'est le directeur d'Anchin qui les paiera pour Amazon. Et en contrepartie, elle va donner du travail aux élèves d'Anchin, parce que voilà, ils n'auront pas bien travaillé à l'école, donc on va les faire travailler à la chaîne chez Amazon. Donc voilà, c'est ça une zone franche. On dégage un terrain, on dit voilà, on y met des avantages dessus. Et c'est gagnant-gagnant. C'est intéressant pour l'entreprise parce que vous ne payez pas d'impôts. C'est intéressant pour le pays parce qu'il y a des grandes entreprises qui vont venir du coup et qui vont employer des gens du pays. Donc ça va permettre de faire baisser un petit peu le chômage. Ça va créer de l'emploi. Donc c'est une manière, donc il y a des ports aussi comme ça, donc des ports, on dit voilà, il y a un bout de port, vous pouvez mettre vos entrepôts, vous pouvez stocker ce que vous voulez, on regardera pas, on cherchera pas à savoir ce que c'est, et vous payez pas, mais voilà, donc venez et puis installez-vous, développez-vous. Donc employez des gens qui vont gérer vos stocks de marchandises bah, dans notre pays. Donc voilà, c'est un échange de bons procédés. Donc mettre en valeur son territoire, développer des zones qui sont attractives,
Hein. Vous voyez, alors, pour la petite histoire, la Chine, qui était un pays communiste, hein, qui l'est encore officiellement, donc il n'aime pas. Hein. Du coup, si c'est communiste, on n'aime pas le capitalisme, hein, on n'aime pas le business, etc. Ben, la Chine a bien compris qu'elle pouvait tirer du profit du libéralisme qu'elle méprise, hein, qu'elle ne veut pas. C'est-à-dire que la Chine, ben, en fait, a développé plein de zones franches sur sa côte. Donc toute la côte chinoise, et c'est là où on trouve la bonne centaine de zones franches, et qui sont vraiment fermées par des barrières, des grilles, voire des murs. Hein, et donc il y a une bande côtière qui est une zone franche, dans lequel on fait du business, du business, du business, hein, parce que c'est toutes les grandes entreprises mondiales qui s'installent, qui emploient des Chinois, donc voilà, ça bosse, hein, et c'est l'usine du monde, hein, on dit souvent ça. Mais cet argent, il reste dans cette zone-là. Enfin, voilà, le capitalisme ne dépasse pas cette zone franche. Hein. Et puis ensuite, la Chine, bah, elle récupère forcément de l'argent quand même, hein, dans cette histoire, puisque si les Chinois travaillent, eh ben, ils ont un salaire. S'ils ont un salaire, le gouvernement chinois peut mettre des impôts dessus, donc il récupère de l'argent. Et cet argent qu'il récupère grâce au capitalisme, eh ben, ça sert à investir dans son pays pour moderniser son pays. Donc elle utilise l'argent du capitalisme en l'empêchant de pénétrer à l'intérieur du pays, mais en utilisant cet argent gagné pour développer le reste du pays. Donc c'est plutôt bien vu stratégiquement. Alors d'autres exemples, vous voyez, plus parlants peut-être cette fois-ci, d'aménagements faits par des régions, des départements, des villes ou des États, hein, pour essayer d'être attractifs et d'attirer les entreprises. Là, vous avez la plateforme Delta 3, bah, pas très loin d'Anchin, hein, du côté de l'autoroute A1, là, entre Paris et Lille, donc un petit peu après Noyelles-Godault. Hein. Vous avez cette plateforme. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'Amazon a failli s'implanter là. Et les deux sites retenus, c'était celui à côté de Douai, dont je reviens toujours pas sur le nom, et puis ici, cette plateforme-là. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme intérêt? Ben, vous voyez, il y a des grands bâtiments, des grands entrepôts, des grands bâtiments logistiques. On peut faire des usines, on peut faire des entrepôts. Vous avez l'autoroute A1, hein, donc qui va à Lille, puis donc après ouvre vers la Belgique, les Pays-Bas, et puis l'autre côté vers Paris. Il y a moyen de récupérer aussi pour aller en Angleterre. Vous avez aussi donc une voie de chemin de fer, vous avez le TGV, hein, qui passe ici, donc ça c'est intéressant. Et puis il doit y avoir, je ne sais pas si on le voit, il y a un canal en théorie aussi, donc il y a des péniches qui passent peut-être ici. Vous avez, bah oui, c'est là, je ne le voyais pas ici, ce canal. Et donc, vous avez des péniches qui peuvent aussi amener bah, des matières premières, hein, qui peuvent être transformées éventuellement dans les usines. Donc, on est ici dans ce qu'on appelle une plateforme multimodale, c'est-à-dire, voilà, c'est une plateforme avec des entrepôts, ça peut être des usines, multimodales, parce qu'il y a plein de moyens de communication différents qui peuvent, voilà, vous relier rapidement à d'autres endroits intéressants. Là, bah, voilà, vous avez le port de Rotterdam, hein, qui voilà, multiplie, vous voyez, pareil, les plateformes, hein, c'est complètement artificiel. Hein. Je vous en avais parlé au début d'année, hein, et qui voilà, développe quasiment maintenant en pleine mer. Hein. Là, vous avez le rivage à l'origine, hein, et là, vous êtes vraiment dans la mer ici. Hein. Et donc, ce qui permet aux bateaux, vous voyez, d'arriver, d'emprunter des couloirs, hein, hop, de s'arrêter, de charger, décharger, et hop, de repartir sans avoir quasiment à manœuvrer. Quoi. Donc, on montre que voilà, le port, il est efficace, il est facile d'accès, et on ne perd pas beaucoup de temps pour charger et décharger. Donc les États valorisent ce qu'on appelle leurs avantages comparatifs. Hein. Ils mettent en avant des choses pour comparer avec d'autres et montrer qu'on est mieux. Hein. Voilà. Regardez un peu notre port, voilà, il est facile d'accès. Regardez un peu le nombre de grues qu'il y a, on va charger et décharger rapidement. Regardez derrière, il y a des voies de chemin de fer, on peut dispatcher vos produits très rapidement à l'intérieur du pays. Regardez ma plateforme, hein, voilà, il y a l'autoroute, il y a la voie ferrée, il y a le canal, voilà, c'est vachement bien relié. Regardez ma zone franche, pendant 10 ans, vous allez faire autant d'économies parce que vous ne payerez pas de taxes. Voilà, c'est ça, des avantages comparatifs. Hein. On se compare aux autres et on montre qu'on est mieux.
Donc l'objectif est de montrer qu'on est vraiment attractif. Donc ils n'hésitent pas, ces États aussi, à subventionner certains secteurs, hein, comme la recherche, le développement, l'aéronautique, hein. Airbus, on a vu, hein, que beaucoup d'États européens mettaient la main à la poche pour voilà, développer cette entreprise européenne qui est leader mondial avec Boeing dans l'aéronautique. Ou alors, encore une fois, hein, propose une fiscalité et des règles sociales avantageuses, ou proposant donc en jouant, donc c'est des zones franches, hein, ou en jouant aussi, ça peut être un avantage comparatif, venez vous installer chez nous, au Bangladesh, en Thaïlande, en Vietnam, voire en Éthiopie. On a vu la photo là, qui est l'usine qui fabriquait des chaussures. On a des gens qui travaillent bien, mais qui voilà, accepteront de travailler bien pour des salaires beaucoup plus bas que ça ne se ferait, par exemple, en France ou en Angleterre. Donc on peut jouer aussi là-dessus. Euh, hop. Donc l'objectif, c'est que les acteurs publics, hein, notamment les États, aménagent leur territoire pour faciliter l'accès aux moyens de communication, pour attirer les entreprises, faciliter leurs échanges et permettre aux consommateurs d'accéder facilement aux biens et aux services. Bon, j'espère que vous avez bien compris. Alors, il y a même donc du coup des acteurs qui se sentent suffisamment puissants pour essayer d'imposer leurs règles aux firmes transnationales. Et vous avez, parce que vous avez des dérives parfois. Alors, je ne veux pas aller trop loin là-dedans, parce que c'est un peu complexe. Puis comme c'est pas officiel, c'est difficile d'étudier. C'est les paradis fiscaux, hein. Vous avez des territoires qui, voilà, essayent d'attirer des entreprises en disant, bah allez, venez mettre votre argent dans nos banques. On ne mettra pas de taxes non plus. Et donc, vous avez des territoires comme ça qui essayent d'attirer aussi des financements en disant, bon allez, on ne regardera pas d'où vient votre argent, et puis placez-le chez nous, et puis on va vous faire des petits placements aux petits oignons, pas très officiels, mais qui vont vous permettre de gagner beaucoup plus d'argent que si vous les mettiez dans des banques normales, entre guillemets. C'est aussi là, dans ces banques, dans ces territoires-là, que par exemple où les trafics, hein, notamment de drogue, etc., viennent mettre leur argent pour qu'ils se mélangent justement à de l'argent officiel d'entreprise pour essayer de qu'ils appellent blanchir leur argent, hein. Comment passer de l'argent sale à de l'argent voilà, frais, hein. Parce que vous ne pouvez pas arriver à la banque en disant bonjour, je viens déposer 150 000 euros, c'est ce que j'ai gagné en vendant de la cocaïne le mois dernier. Donc, si vous avez 150 000 euros, bah, faut pouvoir les mettre quelque part, hein. Et donc, si vous arrivez avec 150 000 euros dans une banque, on va se demander d'où ça sort, hein. Et donc là, il y aura des enquêtes et vous allez pas faire du trafic de cocaïne longtemps. Donc voilà, ça c'est des endroits où on peut voilà, placer son argent pas très propre. Voilà, donc c'est des territoires qui jouent sur leurs avantages comparatifs, mais pas forcément. Voilà, c'est ce qu'on appelle des paradis fiscaux, sont, on va dire, inquiétés, hein, par les grands organismes internationaux qui essayent de faire un peu le ménage là-dedans. D'autres contrôles aussi, hein, c'est quand je vous parlais tout à l'heure, on était sur des bas salaires, hein, certains pays jouaient sur les bas salaires pour attirer des entreprises. Euh, on essaye aussi de contrôler, hein, vous avez l'UNICEF par exemple qui contrôle aussi qu'on n'utilise pas non plus des enfants, hein, pour travailler. Et on voyait 168 millions d'enfants dans le monde sont encore forcés de travailler, hein. Donc voilà, l'exploitation des enfants dans les pays pauvres notamment, c'est quelque chose qui malheureusement existe encore et dont les entreprises multinationales, des fois, sont pas très regardantes, hein, et n'hésitent pas à utiliser des enfants si ça peut leur permettre de payer la main-d'œuvre moins cher. Donc, de temps en temps, il y a des scandales comme ça. Il y a eu il y a quelques années au Bangladesh, justement. C'était une entreprise textile qui travaillait pour Kiabi notamment et qui s'est effondrée. C'était un immeuble complètement délabré dans lequel ils avaient mis des machines à tisser et ils employaient des enfants. Et puis l'immeuble, il s'est effondré. Et donc il y a eu des dizaines d'enfants qui sont morts écrasés dans l'immeuble par les machines et ça avait fait un scandale.
en disant c'est quand même honteux, voilà, qu'on exploite des enfants pour faire du textile bon marché, qu'on achète après dans les magasins des pays du Nord, il faut boycotter ces magasins. Donc il y avait Kiabi, mais il y avait Benetton aussi qui était dedans. Et puis bon, ça, on s'est ému pendant quelques jours, on a boycotté pendant 3 heures, et puis après, ben, le business a repris, quoi. Donc c'est un peu dommage. Donc certaines organisations internationales comme la Banque mondiale, les organisations non gouvernementales comme Oxfam, c'est les ONG, hein, organisations non gouvernementales, sont ce qu'on appelle des groupes de pression. Hein, ils dépendent d'aucun État, hein, ils se financent eux-mêmes par des dons souvent, par des mécènes. Souvenez-vous, on en a vu dans une autre matière, on a parlé des mécènes qui trouvent par exemple que voilà, ces associations font des choses formidables, donc ils sont riches et ils donnent de l'argent pour que ces associations puissent tourner. Et leur objectif, c'est de dénoncer des excès de nos sociétés, notamment bah, dans le manque de sécurité, dans les centrales nucléaires, la surexploitation dans la pêche, par exemple, ou la pollution, ou bien là, en l'occurrence, le trafic d'argent, l'exploitation des enfants, etc. Et donc, voilà, il y a des organisations qui sont chargées d'enquêter sur et de suivre les entreprises, et notamment les GAFAM, hein, vous voyez, sont aussi en procès avec l'Europe, hein, puisque l'Europe leur reproche d'implanter leur siège dans des pays qui ont des systèmes fiscaux avantageux, alors qu'en fait, ils sont implantés dans toute l'Europe, mais voilà, ils ne déclarent que ce qu'ils ont dans le pays le plus avantageux. Donc voilà, il y a des tensions assez régulières entre ces entreprises toutes puissantes et les États qui cherchent quand même de temps en temps à sortir un peu les pectoraux pour montrer que les entreprises ne peuvent pas tout faire. Alors, vous voyez, un exemple hein, de cette exploitation de la population. On a ici une chemise, donc ils disent en denim, donc en jean, hein, qui est fabriquée, pardon, aux États-Unis et au Bangladesh. Donc, États-Unis, première puissance mondiale, Bangladesh, un pays en voie de développement assez pauvre, mais qui joue justement sur sa misère et qui propose des prix défiant toute concurrence pour les salaires de ses employés. Hein. Et vous voyez que finalement, bah, regardez, pour fabriquer cette chemise, hein, la même chemise, qui coûte 13 22 aux États-Unis pour sa fabrication, hein, pas pour sa vente, parce qu'après, j'en imagine que la marque y rajoute de l'argent pour ses bénéfices. Cette même chemise coûte 3,72 fabriquée au Bangladesh. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Bah, que finalement, en termes de produits industriels, de lessive industrielle pour rendre la chemise un peu délavée, ben, on est grosso modo dans quelque chose de comparable. On voit par exemple aussi que ben, dans les matériaux, euh, ben, vous voyez, les sommes sont plus ou moins équivalentes aussi, hein, mais on n'est plus du tout dans le même pourcentage, là vous allez voir, parce que finalement, la main-d'œuvre, hein, qui représente, vous voyez, presque 60% du prix de la chemise aux États-Unis, ne représente que 6% du prix pour la fabrication de la chemise. Donc en fait, ça coûte 10 fois moins cher de faire fabriquer la chemise au Bangladesh qu'aux États-Unis. Ce qui explique donc la différence de prix. Donc vous pensez bien qu'il y a des usines qui considèrent que ben, à qualité plus ou moins égale, si on forme bien la main-d'œuvre, bah, la payer 22 cents plutôt que 7,47 $, bah, vaut mieux aller installer une usine au Bangladesh, quitte à faire du déplacement plus important pour fournir les matières premières, mais l'entreprise sera quand même clairement gagnante. À partir de là, on va voir que ça a des conséquences, notamment pour les États-Unis. Vous imaginez lesquelles. On en reparlera dans quelques instants. Donc, il dénonce également le non-respect de certaines, donc ces firmes, enfin ces organisations non gouvernementales, hein, dénoncent également le non-respect de certaines règles, comme le travail des enfants dans certains pays d'Afrique ou d'Asie, les bas salaires versés sur ces continents, les inégalités de traitement entre les hommes et les femmes. Et donc, je disais qu'on allait y venir là, sur les conséquences, par exemple, du coût de la chemise aux États-Unis, hein, parce que finalement, les espaces de production, donc les endroits où on travaille, dans les industries, hein, où on fabrique, ben, ils sont mis en concurrence. Et vous voyez très bien ici, sur cette carte,
vous avez les usines hein, par pays, donc leur importance, hein, et puis, donc plus le carré est grand, plus il y a d'entreprises. Et puis, quand il y a un carré, une croix noire dedans, ça veut dire que ce sont des usines qui perdent des emplois. Hein. Donc l'industrie ici, en Amérique du Nord, perd de l'emploi. L'Europe occidentale perd de l'emploi. Et on voit des flèches qui montrent les délocalisations, hein, là où on transfère la production. Et on voit qu'en Amérique du Nord, on transfère vers le Mexique. Peut-être que les maquiladoras, ça vous rappelle quelque chose. Et puis on voit l'Europe qui aussi délocalise en Europe de l'Est, plutôt. Et puis les deux convergent aussi vers l'Asie, hein, avec que ce soit notamment la Chine, hein, mais la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie, hein, dont on a déjà parlé tout à l'heure, qui vont accueillir toutes ces industries parce que ils ont construit des zones franches, hein, ou aux Philippines, hein, on ne le voit pas ici, mais ou alors ils ont une main-d'œuvre qui est beaucoup moins chère, etc. Donc les avantages font que, vous voyez, beaucoup délocalisent en Asie. Ce qui fait qu'il y a des territoires aussi qui du coup se spécialisent, hein. Vous avez ici la Silicon Valley en Californie, où là vous n'avez qu'une succession d'entreprises qui travaillent dans la recherche et le développement, dans la communication, l'informatique, et vous avez la même chose ici à Dubaï, où on voit qu'on est sur le design, hein, ce qu'on appelle les technopoles, hein, où on essaye de mettre dans un cadre agréable des usines de recherche et de développement, haute performance, qui polluent pas trop, qui amènent donc des ingénieurs, donc des gens qui ont un gros salaire et qui enrichissent le territoire en consommant beaucoup. Donc voilà, ce qui fait que du coup, comme les entreprises ici qui fabriquent délocalisent là-bas, parce que fabriquer, ça ne demande pas un savoir-faire énorme, vous avez d'autres endroits qui se spécialisent dans la recherche et le développement. Parce que fabriquer un nouveau téléphone, imaginer un nouveau téléphone, c'est pas les Philippines ou l'Indonésie qui vont le trouver. Ils n'ont pas le savoir-faire pour ça. Ils vont le fabriquer. Mais ceux qui vont trouver les nouveaux téléphones à réaliser, ça se passe ici, entre autres. Hein, pas que là. Donc, ce qui fait qu'on a une espèce de division internationale du travail qui se met en place, avec des pays industrialisés, développés, qui sont condamnés à trouver régulièrement des nouveaux produits et qui les font fabriquer pas cher à d'autres endroits pour pouvoir après les vendre partout dans le monde. Résultat, je vous ai parlé tout à l'heure de cette chemise, hein, cette fameuse chemise ici, quand l'entreprise a compris que ça vaut pas le coup de la faire fabriquer aux États-Unis, mais plutôt au Bangladesh, les industries textiles aux États-Unis, elles ferment. Hein. Et du coup, ça génère délocalisation, chômage, le coût de la vie qui augmente, ceux qui tombent dans la misère et qui se retrouvent SDF, etc. Donc alors que les pays ont du mal à lutter contre les délocalisations, fermeture d'un site hein, dans un État qui est transféré dans un autre État, hein, les pays émergents montrent leur capacité à orienter leur économie vers des secteurs plus porteurs. L'Inde, alors oui, ce que j'ai pas dit ici, hein, vous voyez que l'Inde, on commence à passer au-dessus hein, des flèches, vous avez des pays petit à petit qui se transforment. C'est-à-dire la Chine, c'est pareil. Hein, la Chine commence à fabriquer des téléphones maintenant aussi. Hein. L'Inde a longtemps été un pays où on fabriquait. On avait délocalisé et on fabriquait. Petit à petit, l'Inde essaye maintenant, parce que comme on fabriquait, mais maintenant on fabrique encore moins cher qu'en Inde. Vous allez en Malaisie, en Indonésie, les gens sont prêts à travailler pour moins cher qu'en Inde. Donc du coup, l'Inde est obligée d'essayer de créer ses propres produits. Donc, elle travaille dans la recherche et le développement aussi. Le Mexique, à un moment donné, on trouvera moins cher qu'au Mexique. Donc, le Mexique va devoir développer aussi ses propres produits. Et donc, on vous disait, voilà, l'Inde est assez spécialisée un peu dans le cinéma. Hein. Vous savez que c'est le premier pays producteur de cinéma au monde, hein, celui qui sort le plus de films. Hein. Je parle en quantité, hein, pas forcément en qualité, mais c'est aussi un des centres mondiaux de la création de produits pharmaceutiques, les produits génériques. Hein, il y a les produits de marque, hein, et puis hein, c'est comme des baskets. Hein, vous avez deux paires de baskets, il y en a une qui est Adidas parce qu'il y a trois bandes de plastoc dessus, et c'est Adidas. Et puis il y a la même qui a été fabriquée dans l'usine à côté, qui n'est pas en contrat avec Adidas, donc qui n'a pas les trois bandes dessus, mais qui est la même hein, paire de baskets.
voilà, qui fera très bien l'affaire aussi. Les médicaments génériques, hein, sont ceux qui sont faits avec les mêmes molécules, mais qui n'appartiennent pas à des laboratoires connus comme Bayer, etc. Mais c'est les mêmes médicaments, mais qui coûtent moins cher. Donc, l'Inde s'est spécialisée dans la recherche justement de fabrication de médicaments qui ne sont pas des grandes marques, mais voilà, qui ont a priori les mêmes capacités à soigner les gens. Donc, quand je vous parlais de ça, hein, de ce regroupement d'usines, de recherche, de laboratoires, d'universités, etc., on peut parler de technopoles, on peut parler aussi de clusters. Le terme américain, c'est clusters. À savoir, donc, on met dans un même endroit des entreprises tournées plutôt vers l'innovation avec des gens hautement diplômés, etc. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, Silicon Valley, Silicon Oasis, hein, qui est là, euh, en sont deux exemples. Donc là, on est vraiment dans des endroits où règne la richesse, hein. Là, on est dans des endroits comme Béthune ou Amiens, dans la région, qui ont connu pas mal de délocalisations et qui vivent un peu dans la pauvreté, dont une partie de la population se retrouve au chômage. Voilà, alors si on a un petit texte ici qui vous résume, alors la carte, vous regarderez, hein, ça résume un peu tout, on blague des flèches, des délocalisations, et les différents espaces productifs, hein. Donc si on lit le texte, hein, l'industrie demeure un des piliers de la puissance. Cette activité s'est largement diffusée en quelques décennies dans l'espace mondial, à de nouveaux pays dans le cadre de la division internationale du travail. On rappelle, donc il y a des pays où on cherche, où on innove, il y a des pays où on produit des matières premières pour fabriquer ces produits, et puis des endroits où on rassemble ces matières premières et on fabrique le produit, et puis il y a des endroits où on va acheter le produit fini. Donc c'est ça la division internationale du travail. Il y a différents types d'espaces sur la planète qui servent à différentes phases. La Chine est la première puissance industrielle mondiale, dépassant les États-Unis, loin devant le Japon et l'Allemagne, alors que l'Inde dépasse la France, le Mexique, l'Espagne et que le Brésil rattrape le Canada. Donc, vous voyez, on est en train d'avoir un nouveau classement qui s'annonce, hein. Les grandes puissances industrielles d'hier sont plus forcément celles de demain, hein. L'activité industrielle demeure très polarisée. Souvenez-vous, on l'avait vu avec les villes aussi, ça, hein, polarisée, c'est-à-dire la capacité à attirer, hein. Donc l'activité industrielle demeure très polarisée. 10 États réalisent plus de 70% de la valeur de la production mondiale, 20 États, presque 85%. Donc ça veut dire que 85% de la valeur de ce qui est produit dans l'industrie se situe et est fabriqué dans 20 pays. Donc vous voyez, c'est très concentré, donc très polarisé. Pour autant, on assiste à une sensible diffusion de la production manufacturière dans l'espace mondial, souvent liée aux délocalisations productives, notamment dans le textile, l'habillement, l'automobile, l'électronique, qui ne demandent pas un énorme savoir-faire, hein. C'est assez facile de former les gens, d'en travailler là-dedans. Ce processus intègre les espaces périphériques de l'Europe, donc l'Europe de l'Est, hein, vous voyez, Pologne, Slovaquie, Roumanie, voire après Turquie, Maroc, de l'autre côté dans les bordure de la Méditerranée, mais c'est aussi l'Asie du Sud-Est, le Vietnam, Philippines, Thaïlande, de l'Asie du Sud, l'Inde, Pakistan, Bangladesh ou éventuellement de l'Amérique centrale, donc le Mexique. Les effets sociaux et territoriaux sont considérables, hein, alors que l'Amérique du Nord et l'Union européenne perdent des emplois donc industriels et se spécialisent dans les secteurs à haute valeur ajoutée, hein, je vous l'ai expliqué, recherche, sièges sociaux, etc. Les Suds gagnent 210 millions d'emplois, hein. Donc la fabrication passe petit à petit aux mains des pays du Sud. Les pays du Nord doivent cogiter, eux, régulièrement, le plus régulièrement possible, des nouveaux produits à fabriquer. Donc en conclusion, à toutes les échelles, les espaces de production sont de plus en plus diversifiés parce que de plus en plus d'acteurs, notamment les FTN, mais aussi les pouvoirs publics, donc les États, hein, par exemple, y prennent part, et parce que l'économie numérique modifie la donne, donc la géographie de production. Et puis, bah, je vous laisserai regarder ça, hein. Vous avez deux exemples d'analyse de doc avec une ébauche de réponse. Bah, vous pouvez regarder les docs attentivement et puis essayer peut-être de compléter l'ébauche de réponse. Vous en avez une sur Amazon, parce que j'ai bien compris que ça vous intéressait un petit peu. Et puis, vous en avez une sur le secteur agricole, et donc notamment sur les tomates.
Vous avez quelques documents sur ces tomates, hein, comment elles sont faites, où elles sont faites, comment elles circulent, comment on les vend. Vous avez des questions, pareil, avec des réponses à moitié faites. Essayez de compléter. Essayez de le faire, s'il vous plaît, pendant les vacances. C'est votre boulot de vacances, hein. Essayez de lire attentivement ces documents et essayer de réfléchir tout au moins aux questions qui sont sur votre poli. La semaine de la rentrée, on corrigera ces deux analyses de doc et puis on fera une carte, un travail de carte à partir d'un document. Alors, vous avez ici, hein, pour ça, en synthèse, hein, si ça peut vous aider à vous remémorer un peu, un petit schéma de synthèse sur ce qu'on a vu dans le chapitre, et puis voilà, les quelques termes qu'il faut avoir en tête, et puis quelques classements, si ça peut vous donner un peu, si ça vous intéresse de regarder un petit peu et d'avoir en tête du coup des quelques exemples à mettre sur un éventuel travail là-dessus. Bon, donc voilà pour ce chapitre qu'on a terminé. J'espère que c'est clair. Je vous rappelle, alors vous me direz, vous m'écrivez si vous avez besoin d'un petit rendez-vous en fin de semaine pour faire le point là-dessus. On peut faire donc le jeudi après-midi et le vendredi matin en fonction de vos classes. Et puis, n'oubliez pas que à la semaine de la rentrée, je vous fais une petite interro sur le chapitre d'histoire, hein. Ça fait quand même plusieurs semaines que je vous le dis, donc je vous le rappelle une dernière fois. La semaine de la rentrée, il y aura une interro sur le chapitre sur la Révolution et l'Empire. Donc une interro de connaissances, hein, sur si vous avez bien maîtrisé un petit peu les termes et les notions qu'on a vu en cours. Donc commencez pas à me bombarder de questions en disant est-ce que telle date faut la savoir, est-ce que telle date faut la savoir. J'espère que vous avez compris quand même qu'il y a quelques dates à savoir qui sont vraiment les bornes chronologiques des grandes périodes. Je ne vais pas vous demander la date de mort de Robespierre ou la date de naissance de Napoléon Bonaparte. Mais voilà, ce qu'il faut bien avoir en tête sont les périodes et puis comment les événements se sont enchaînés, les logiques. D'accord? Allez, je vous souhaite une bonne fin de soirée parce que là, on est le soir. Et puis, vous me direz si vous avez besoin d'un petit temps de questions-réponses en fin de semaine. Voilà, donc j'attends de vos nouvelles. Je compte sur vous. À très bientôt.